Le matin où Pauline Viré-Marchand a fermé pour la dernière fois la porte de son appartement de Besançon, elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis 20 ans, et cette heure lumineuse d'un mercredi d'automne serait pour toujours le dernier moment où quelqu'un qui l'aimait pourrait la regarder et dire sans mentir qu'elle allait bien. Elle avait 49 ans. Elle portait une robe en lin bleu marine qu'elle s'était offerte pour l'occasion, un châle en soie brune qu'une collègue de la médiathèque lui avait glissé dans les mains la veille en disant simplement « Prends soin de toi là, bas », et une valise qu'elle avait bouclée 3 fois parce qu'elle voulait être certaine de n'avoir rien oublié de ce qui comptait. Ce qui comptait tenait dans 23 kilos. Une vie entière tenait dans 23 kilos. Et cette légèreté lui semblait, en descendant l'escalier de l'immeuble, non pas triste, mais juste. Comme si tout ce qu'elle avait accumulé jusque-là, les meubles, les livres, les objets, les habitudes, avait été le poids d'une existence qu'elle n'avait pas choisie, et que le voyage qui commençait était le premier qu'elle entreprenait vraiment de son propre mouvement. Elle avait laissé les clés à la voisine du dessus, une jeune femme qui promettait d'arroser les plantes le temps que la vente soit finalisée. Elle avait glissé une carte dans la boîte aux lettres d'Aurore, sa meilleure amie depuis le lycée, sur laquelle elle avait écrit 7 mots seulement. « Je pars, je te dirai tout, merci ». Elle avait fermé son téléphone dans un tiroir pendant les 3 heures qui avaient précédé le départ, parce qu'elle voulait sentir le vide avant de sentir le plein, et parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas le courage de recommencer à parler à Gilles, son mari depuis 22 ans, si elle laissait la moindre porte ouverte à cette dernière conversation. À l'aéroport, elle avait pleuré une fois, brièvement, sans témoin devant un distributeur de café qui ne fonctionnait pas. Elle n'aurait pas su dire pourquoi. Elle avait pleuré non pas de tristesse, mais d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps et pour laquelle elle n'avait plus de mots disponibles. Peut être de gratitude. Peut être de peur reconnaissante. Peut être simplement parce que, pour la première fois de sa vie d'adulte, personne au monde ne savait exactement où elle serait dans 4 heures et que cette solitude neuve avait le goût précis de la liberté. L'avion s'était posé à Fès en fin d'après-midi. Elle avait aperçu, par le hublot, la lumière dorée sur les collines de la Médina, cette lumière particulière dont elle avait tant lu qu'elle ressemblait à la voix d'un ami qu'on retrouve après une longue absence. Un homme l'attendait à l'aéroport, un bouquet de fleurs blanches à la main, un sourire qu'elle avait déjà vu 100 fois sur son écran et qui, en vrai, semblait encore plus doux qu'en photo. Il s'appelait Rachid Oualid Benasser. Il avait 44 ans, disait-il. Il possédait un riad dans la Médina, transformé en table d'hôte. Il l'avait fait rire pendant 8 mois par des messages écrits qui ressemblaient à des lettres et qui commençaient toujours par une question précise sur un livre, un auteur, une phrase qu'elle avait mentionnée au fil de leurs échanges. Elle ne savait pas encore que cette lumière dorée qu'elle avait aperçue depuis le hublot serait la dernière chose vraiment belle qu'elle verrait sans arrière-pensée. Elle ne savait pas que l'homme qui souriait devant elle avait déjà, dans une autre vie, dépouillé 2 femmes qui n'avaient jamais osé porter plainte publiquement. Elle ne savait pas que la voisine du dessus continuerait à arroser les plantes bien au-delà du délai convenu, parce que personne ne saurait jamais dire à quel moment exact il fallait cesser d'espérer. Elle ne savait pas que sa meilleure amie composerait, un dimanche matin qui n'était pas encore arrivé mais qui approchait, un numéro qui ne répondrait plus jamais. Elle traversa le hall des arrivées en souriant à Rachid, et cette scène, un homme, un bouquet, une femme qui arrive, était si banale, si universellement heureuse, si semblable à des milliers de retrouvailles qui se produisaient au même moment dans le monde entier, que personne autour d'eux n'aurait pu deviner ce qui allait se jouer dans les semaines à venir. Personne, sans doute, sauf lui. Cette enquête raconte ce qui s'est passé entre le moment où Pauline Viré-Marchand a franchi la porte des arrivées de l'aéroport de Fès et le moment, plusieurs mois plus tard, où une équipe de la police judiciaire marocaine a ouvert la porte d'un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville. Elle raconte ce qui s'est passé entre ces 2 portes. Elle raconte les 8 mois qui avaient précédé le voyage aussi, parce que rien de ce qui s'est produit à Fès ne se comprend sans les mois patients d'une correspondance qui avait ressemblé à celle qu'il a lisée, à la conversation la plus importante de sa vie. Elle raconte comment une femme intelligente, cultivée, professionnellement accomplie, mère de 2 enfants adultes équilibrés, entourée d'amis fidèles, peut se laisser conduire jusqu'à une destination dont personne autour d'elle ne comprenait ni la logique, ni l'urgence. Elle raconte, en somme, une chose que peu de mots suffisent à dire, simplement, qu'aucune intelligence, aucune culture, aucun bon sens ne protège une personne contre quelqu'un qui a appris à parler très précisément la langue de son intelligence, de sa culture et de son bon sens. Pauline Viré-Marchand était née à Besançon, dans une famille modeste et lettrée,
À la fin des années 70, son père était employé de banque, sa mère institutrice. La maison de son enfance sentait la soupe le soir et le livre ouvert le matin. On y lisait, on y discutait, on y respectait la lecture, comme d'autres familles respectent la messe du dimanche. Elle avait grandi entre un père qui rentrait chaque soir à 10 à 8h30 précises et une mère qui lui lisait des poèmes de Louise Labbé et de Marceline Desbordes-Valmore avant de la coucher, non pas parce qu'ils étaient adaptés à son âge, mais parce que sa mère estimait qu'un enfant méritait qu'on lui offre la beauté sans en abaisser la teneur. À 10 à 7 ans, elle avait rencontré Aurore. Une jeune fille au visage carré, aux yeux vifs, à la voix grave, qui lisait les mêmes livres qu'elle et qui, dans la cour du lycée, s'était approché d'elle un matin de septembre pour lui demander sans préambule ce qu'elle pensait de la fin d'un roman de Marguerite Duras. Elle ne s'était plus quittée. 30 ans plus tard, malgré les carrières différentes, les villes différentes, les hommes différents, elle s'appelait tous les dimanches soirs à 21h, sans exception, sans discussion. Ce rendez-vous téléphonique du dimanche était devenu, avec les années, le pivot autour duquel les deux femmes organisaient leur semaine, une conversation qui durait entre 40 minutes et 2 heures selon les besoins, et qui, disait Pauline en riant, remplaçait la thérapie qu'elle n'avait jamais eu le temps d'entreprendre. Après le baccalauréat, elle avait suivi des études de lettres modernes à l'université de Franche-Comté, puis obtenu un concours de conservatrice qui l'avait conduite, après plusieurs affectations en province, à revenir à Besançon comme directrice adjointe de la médiathèque municipale. Elle y était restée 10 à 7 ans. Elle y avait construit tout ce qui, professionnellement, comptait pour elle un cycle de rencontres d'auteurs qui attirait 2 fois par an des écrivains de premier plan, des ateliers de lecture pour les enfants des quartiers périphériques, un partenariat avec les maisons de retraite pour porter des livres à ceux qui ne pouvaient plus venir les chercher, et une politique d'acquisition patiente qui avait progressivement transformé les rayons d'une médiathèque provinciale en une collection dont plusieurs universitaires venaient consulter les fonds étrangers. Elle avait rencontré Gilles à 24 ans. Il était technicien de laboratoire dans une entreprise pharmaceutique de la région, avait 2 ans de plus qu'elle, était calme, prévisible, honnête. Il aimait la pêche à la mouche, les documentaires animaliers, les repas préparés à l'avance pour la semaine. Il n'était pas grand lecteur, mais il respectait ce qu'elle lisait sans jamais chercher à en discuter. Il s'était marié au bout de 2 ans. Corentin était né 10 à 8 mois plus tard, Baptiste 3 ans après. Ils avaient acheté une maison mitoyenne dans un quartier tranquille de la ville, à 15 minutes à pied du centre. Pendant les 15 premières années, la vie avait été ce qu'on appelle une bonne vie vacances régulières, dimanche en famille, disputes ordinaires, tendresse d'habitude. Puis quelque chose s'était éteint, sans événement, sans crise, sans témoin. Pauline n'aurait pas su dire quand exactement. Peut être quand Baptiste le cadet était parti à Strasbourg. Peut être avant même que les enfants ne partent. Ce qu'elle savait, c'est qu'un soir, en préparant le dîner pendant que Gilles regardait la télévision dans le salon, elle s'était rendue compte qu'ils ne se parlaient plus depuis 3 jours. Non pas qu'ils se soient fâchés, simplement que aucun des deux n'avait rien à dire à l'autre, qui ne fût de l'ordre du logistique, la lessive, la voiture à faire réviser, la belle-mère à appeler pour son anniversaire. Elle avait mis le couvert en silence, elle avait mangé en silence, elle avait débarrassé en silence. Et cette soirée-là n'avait rien eu de dramatique, précisément parce qu'elle n'avait rien eu du tout, et que cette absence de tout ressemblait, plus qu'à un incident, à un climat installé depuis longtemps sans que personne n'en ait fait le relevé. Elle avait dit à Aurore, l'année suivante, lors d'un dimanche téléphonique où sa voix s'était mise à trembler sans qu'elle sache pourquoi, une phrase qu'Aurore allait garder en mémoire pendant très longtemps. Elle avait dit « On s'est pris la main pendant 22 ans sans jamais se tenir vraiment ». Aurore n'avait pas répondu tout de suite, elle avait laissé passer un silence long, puis elle avait demandé doucement « Et maintenant ?» Pauline avait ri d'un rire qui n'était pas un rire. « Maintenant ?» avait-elle dit. « Maintenant, j'attends de savoir ce que je veux faire de ce que je viens de comprendre. » Ce qu'elle allait faire, elle ne le savait pas encore. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait faim, non pas la faim d'un autre homme, elle n'avait jamais été de celles qui cherchent dans un corps ce qu'elles n'ont pas dans une conversation. Elle avait la faim d'une conversation, précisément. Celle qu'elle avait attendue toute sa vie, sans oser se dire qu'elle l'attendait. Parce que se le dire aurait été admettre que celle qu'elle avait n'en était plus une depuis longtemps. Si vous voulez comprendre comment une femme cultivée, intelligente, entourée, professionnellement accomplie, peut être conduite pas à pas jusqu'à un endroit dont personne autour d'elle ne devine la nature réelle. Alors ce qui suit va vous être précieux. Ce que nous allons raconter dans les prochaines minutes est une des mécaniques de prédation les plus sophistiquées qu'un enquêteur français ait eu à décortiquer ces dernières années, non pas parce qu'elle serait plus violente que d'autres, mais parce qu'elle est plus fine, plus lente, plus respectueuse en apparence, et qu'elle vise une catégorie de femmes que l'on croit protégées par leur culture même. Si vous voulez pouvoir reconnaître les signes
dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez avant qu'il ne conduise quelque part d'irréversible, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette enquête avec une personne qui peut-être en a besoin sans le savoir. Nous publions chaque semaine une nouvelle enquête documentaire sur les affaires qui interrogent notre capacité collective à voir venir ce qui se passe sous nos yeux. Et maintenant, revenons à Pauline, dont l'histoire vient à peine de commencer. Cette fin, elle avait mis presque 2 ans à la nommer. 2 années pendant lesquelles elle avait continué à préparer le dîner, à mettre le couvert, à faire les courses le samedi matin avec Gilles, à passer les fêtes en famille chez sa mère puis chez sa belle-mère, à sourire sur les photos que Corentin envoyait de Dijon avec sa compagne, à faire en apparence ce que fait n'importe quelle femme de son âge dont la vie ne s'est pas effondrée mais s'est simplement affadie. 2 années pendant lesquelles elle avait lu aussi beaucoup plus qu'auparavant, comme si les livres qui avaient toujours été une compagnie étaient devenus quelque chose d'autre, un refuge, une reconnaissance, une conversation par procuration, avec des voix qui, elle, au moins, disaient quelque chose. Elle avait relu Ernaud, elle avait découvert Fatima Mernissi et Leila Slimani, elle avait remonté vers Driss Kraibi, et Mohamed Dib avait passé plusieurs semaines sur les romans marocains d'expression française, s'était rendu compte qu'elle n'avait jamais lu Abdelkébir Khatibi et avait comblé cette lacune avec une intensité qui l'avait elle-même étonnée. Elle avait commencé à noter, dans un carnet rouge qu'elle rangeait dans le tiroir de sa table de chevet, les phrases qui la frappaient, non pas pour un travail, non pas pour un article, simplement pour elle, pour continuer à sentir qu'il existait quelque part dans le monde des gens qui prenaient les mots au sérieux comme elle les prenait au sérieux. C'est dans ce contexte qu'elle avait rejoint presque par hasard un groupe en ligne consacré aux voyageurs francophones fascinés par le Maroc. Elle n'était jamais allée au Maroc. Elle en avait beaucoup lu. Elle avait longtemps eu envie d'y aller sans jamais trouver le moment, l'occasion, le compagnon de route. Gilles n'aimait pas les voyages lointains. Il préférait la Bretagne, le Jura, quelques semaines à la montagne l'été. Elle avait accepté, comme elle avait accepté beaucoup de choses, non pas par soumission, mais par cette forme d'usure douce qui remplace les décisions par des habitudes. Le groupe en ligne était l'un de ces espaces sans prétention, où des amateurs de voyage échangeaient des adresses, des conseils, des photos, des questions logistiques et parfois, plus rarement, des réflexions plus personnelles sur ce que le Maroc leur a fait éprouver. Pauline était restée longtemps discrète, se contentant de lire, de suivre des fiches de discussion, de découvrir des lieux dont elle n'avait jamais entendu parler. Puis un soir, 1 an environ avant les faits, elle avait publié sa première contribution, un court message sur une nouvelle traduction française d'un roman marocain qui venait de paraître, dans lequel elle citait une phrase qui l'avait particulièrement frappée sur la façon dont l'auteur inventait, pour rendre le Marocain un Français qui ne ressemblait à celui de personne d'autre. La publication n'avait généré que 3 ou 4 réactions banales. Un pouce levé, un commentaire sur la difficulté de trouver le livre en librairie, un remerciement pour la référence. Rien qui n'aurait dû, en principe, sortir du bruit ordinaire d'un groupe de 3000 membres. Sauf qu'un message privé lui était parvenu, 10 jours plus tard, d'un utilisateur dont le profil montrait un homme d'une 40aine d'années, souriant, en tenue simple de cuisinier, devant ce qui ressemblait à la cour d'un riad ancien. Le message était court, poli, précis. Il commençait par une question, pas par une salutation. Il disait « Bonsoir, j'ai lu votre message sur la nouvelle traduction, vous avez lu Driss Kraibi. Qu'est-ce qui vous a frappé dans sa façon de rendre la langue française marocaine ?» Elle avait relu le message 3 fois. Il y avait dedans aucune formule d'approche, aucun compliment, aucune ambiguïté. Juste une question précise, ouverte, posée par quelqu'un qui semblait savoir de quoi il parlait. Elle avait mis 2 jours à répondre, non pas par calcul, mais parce qu'elle voulait répondre bien. Elle avait finalement envoyé un message assez long, dans lequel elle expliquait ce qui, dans l'écriture de Kraibi, lui semblait le plus singulier, cette façon de laisser affleurer, sous le français apparent, une syntaxe et un rythme qui n'appartenaient pas à la langue française classique, et qui la rendait étrangère à elle-même, comme une maison familière dont on aurait déplacé quelques meubles pendant la nuit. L'homme avait répondu dans la demi-heure. Sa réponse ne cherchait pas à briller. Elle prolongeait la sienne. Elle citait un autre auteur marocain. Un passage précis, une nuance qu'elle n'avait pas envisagée. Elle prenait au sérieux ce qu'elle avait dit et elle y répondait comme on répond à un collègue qu'on respecte. Il signait Rachid sans plus. Il ajoutait en post-scriptum une phrase brève. « Si vous venez un jour à Fès, ma table d'hôte vous accueillera, la conversation y est incluse dans le prix. » Elle avait souri. Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait laissé passer 3 jours. Puis, elle avait envoyé un nouveau message,
sur un autre sujet, sur un livre différent, comme pour tester si la conversation existait ou si elle avait été une coïncidence. Elle existait. Il avait répondu avec la même précision, la même retenue, la même curiosité. Un rythme s'était installé à raison de 2 ou 3 échanges par semaine. Jamais plus, jamais moins, toujours autour d'un livre, d'une phrase, d'un auteur. Ce que Pauline ne savait pas, et qu'aucune des femmes que Rachid avait ciblées avant elle n'avait su non plus, c'est que cette entrée par la culture n'était pas un heureux hasard. C'était une méthode patiemment affinée sur 2 victimes précédentes, une bibliothécaire britannique qui avait perdu 14 000 livres sterling sans jamais quitter Londres, et une professeure de littérature comparée néerlandaise qui avait perdu 22 000 euros et avait porté plainte qui avait été classée sans suite pour cause d'insuffisance de preuves transfrontalières. Rachid Walid Benasser n'avait ni riad, ni table d'hôte, ni la moindre formation en cuisine. Il avait travaillé entre ses 20 et ses 30 ans comme serveur dans plusieurs restaurants de la Médina de Fès, avait été licencié 2 fois pour vol, avait connu une brève incarcération pour des faits sans lien avec ses futures activités. Il avait 37 ans, non pas 44. Les photos qu'il utilisait pour son profil en ligne avaient été volées méthodiquement sur le compte public d'un chef cuisinier marocain reconnu, basé à Marrakech, dont il n'avait jamais fait la connaissance. Ce qu'il possédait vraiment, c'était un studio meublé à la lisière de la Médina et une capacité développée patiemment à repérer dans les publications en ligne des femmes francophones cultiver les indices d'une vie affective en veilleuse. Il avait, disait-il plus tard aux enquêteurs qui l'interrogeraient, une théorie simple. Les femmes seules et en deuil, les jeunes veuves, les divorcées récentes avaient été trop de fois abordées par trop d'hommes malhonnêtes pour ne pas avoir développé une méfiance minimale. Elles vérifiaient, elles se méfiaient des demandes précipitées, des déclarations d'amour trop rapides, des demandes d'argent maladroites. Elles avaient été prévenues, elles avaient lu des articles, vu des enquêtes, entendu des amis raconter. Elles savaient à quoi ressemblait un homme mal intentionné. Ce qu'elles ne savaient pas reconnaître, en revanche, c'était un homme qui ne demandait pas d'amour, qui ne demandait pas d'argent, qui ne demandait rien pendant très longtemps, et qui posait, à la place, des questions précises sur les auteurs qu'elles aimaient. Aucun article n'avait jamais prévenu contre cet homme-là. Aucune enquête n'avait décrit cette méthode-là. Parce que cette méthode, il l'avait presque inventée. Ou plutôt, il l'avait affinée sur 2 victimes précédentes jusqu'à la porter à une précision qui, avec Pauline, allait franchir un seuil qu'il n'avait jamais franchi auparavant. Pendant les 4 premiers mois de leur correspondance, il ne fut pas une seule fois question de sentiments. Il ne fut pas question non plus de projets, de rencontres physiques, de rien qui ressemblât à une avance. Il fut question exclusivement de littérature, de la façon dont Assia Djebar utilisait le français pour dire l'arabe qui la traversait, de la modernité inaperçue de Mohammed Dib, des recueils de contes berbères que Rachid disait avoir lus dans son enfance à travers la voix de sa grand-mère, de la traduction française du Coran par Jacques Berck, sur laquelle Pauline avait des réserves qu'elle expliqua longuement un soir dans un message de 2000 mots que Rachid lut, commenta point par point et auquel il répondit d'une contre-argumentation qui la fit réfléchir pendant plusieurs jours. Au bout de 2 mois, elle attendait ses messages avec une intensité qu'elle s'était pas connue depuis très longtemps. Au bout de 3, elle les relisait plusieurs fois. Au bout de 4, elle lui envoyait spontanément des photos de son carnet rouge, ouvert sur une phrase qu'elle voulait partager avec lui. Il lui répondait par des photos, lui aussi, des photos de la Médina de Fès au petit matin, quand la lumière commence à peine à toucher les tuiles vertes des mosquées. Des photos de sa main, tenant un livre. Des photos du carreau vernissé d'une fontaine, dans une cour, dont il disait qu'elle appartenait à un ami restaurateur, mais qui n'appartenait à personne, qu'il connut vraiment. Il ne lui envoya jamais de photos de lui autre que celle, initiale, qu'il avait volée au chef de Marrakech. Elle le lui fit remarquer une fois, en riant. Il avait répondu avec une modestie qui lui parut délicieuse, qu'il n'aimait pas se photographier, qu'il préférait laisser parler ce qui l'entourait plutôt que sa propre figure. Elle avait trouvé cette réponse belle. Elle avait pensé, en la lisant, à tous les hommes qu'elle avait vus ces dernières années saturer les réseaux sociaux de leur propre visage, et elle s'était dit qu'elle avait, sans le vouloir, rencontré l'inverse exact de cette exhibition. Ce qu'elle prenait pour de la modestie était en réalité la nécessité opérationnelle la plus élémentaire de sa méthode. Rachid ne pouvait pas envoyer de nouvelles photos parce qu'il n'en avait pas d'authentiques à envoyer. Chaque cliché qu'il utilisait était volé, chaque scène qu'il décrivait était en partie inventée, chaque évocation de son quotidien était une reconstitution
qu'il avait patiemment assemblées à partir de choses vues et de choses lues. Sa performance tenait à un équilibre fragile, qu'il connaissait mieux que personne et qu'il protégeait avec une discipline dont Pauline, si elle avait pu la voir de l'extérieur, aurait immédiatement identifié la nature. Au 6e mois, quelque chose commença à changer dans le contenu de ses messages, quelque chose de si subtil que Pauline ne le remarqua pas comme un changement, mais l'accueillit comme une évolution naturelle de leur amitié. Il commença à lui parler du riad avec une précision qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il lui décrivait les travaux qu'il rêvait d'y entreprendre, la cour qu'il voulait replanter d'orangers, la salle du bas qu'il envisageait de transformer en petite bibliothèque ouverte aux hôtes, le projet, disait-il, d'une table d'hôtes qui ne serait pas seulement un lieu où l'on mange, mais un lieu où l'on lit, où l'on discute, où l'on rencontre des auteurs de passage. Il disait tout cela sans jamais l'associer explicitement à elle. Il en parlait comme d'un rêve auquel il travaillait depuis longtemps, comme d'un projet qu'il n'était pas certain de pouvoir mener seul, comme d'une chose qui aurait besoin d'un compagnonnage particulier pour prendre son sens. Un soir, il écrivit une phrase dont Pauline se souviendrait longtemps, une phrase qu'elle recopia dans son carnet rouge et qu'elle relut de nombreuses fois dans les semaines suivantes. Il écrivit « J'ai besoin, pour ce projet, de quelqu'un qui comprend ce que signifie transmettre ». Pauline avait relu la phrase. Puis elle avait posé le téléphone sur sa table de chevet, elle avait éteint la lumière, elle n'avait pas dormi. Pour une femme dont c'était la définition professionnelle depuis 10 à 7 ans, que de transmettre, de faire passer des livres à des lecteurs à des auteurs à d'autres lecteurs, la culture d'une génération à la suivante, cette phrase n'était pas une demande, ni même une invitation. C'était une reconnaissance. C'était quelqu'un qui, à des milliers de kilomètres, avait vu ce qu'elle était et l'avait nommée sans qu'elle ait besoin de le lui expliquer. Elle mit 3 jours à répondre. Sa réponse fut sobre. Elle disait simplement qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire, que cette conception de la transmission était aussi la sienne et qu'elle serait heureuse, un jour, si elle pouvait aider à sa manière au projet dont il parlait. Elle n'écrivit rien de plus. Elle ne s'engageait à rien. Elle laissait la porte ouverte, comme on laisse une fenêtre entrouverte pour laisser entrer un peu d'air. Rachid ne poussa pas. Il ne relança pas le sujet. Il attendit 2 semaines, puis reprit la conversation là où elle avait été, sur des livres, sur des lectures, sur des phrases échangées. Cette absence de pression, ce respect apparent de son rythme, cette élégance dans la retenue firent plus pour l'accrocher que n'importe quelle insistance n'aurait su faire. Elle pensa souvent à cette phrase sur la transmission. Elle y pensa en préparant le dîner. Elle y pensa en marchant vers la médiathèque le matin. Elle y pensa en écoutant Gilles lui raconter à table, même anecdote sur le même collègue qui lui avait déjà raconté 2 fois cette semaine-là. Au 7e mois, elle prit rendez-vous avec un notaire pour évaluer la valeur de l'appartement qu'elle avait acheté seule. À la sortie de ses études, avec l'héritage de sa grand-mère, et qu'elle avait toujours conservé à son nom propre, malgré son mariage, c'était un petit 2 pièces dans le centre historique de Besançon qu'elle louait depuis des années à une jeune étudiante en médecine. Le notaire lui donna une fourchette d'estimation. La vente, si elle se décidait, pouvait rapporter entre 115 000 et 125 000 euros. Elle ne dit à personne qu'elle avait pris ce rendez-vous. Elle en dit un peu quand même à Aurore lors d'un dimanche téléphonique, sans nommer Rachid, sans mentionner le riad, en évoquant simplement l'idée presque abstraite d'un changement de vie qu'elle envisageait depuis un moment. Aurore l'écouta longtemps. Puis elle demanda, avec la douceur qu'elle mettait dans les questions importantes, « Et ce changement, tu l'envisages seul ou avec quelqu'un ?» Pauline hésita. Puis elle répondit, « Je ne sais pas encore. » Ce n'était déjà plus la vérité. Elle attendit encore 2 semaines, puis elle envoya à Rachid un message dont chaque mot avait été pesé. Elle lui écrivait qu'elle avait réfléchi longuement à ce dont il lui avait parlé, qu'elle avait pris ses dispositions pour envisager la possibilité d'un investissement dans le projet du riad, qu'elle serait heureuse d'en discuter avec lui plus concrètement s'il le souhaitait. Elle ne parla pas de somme, elle ne parla pas de calendrier, elle laissa l'initiative venir de lui. La réponse de Rachid, cette fois, fut différente de toutes celles qui avaient précédé. Elle était plus longue, plus émue, plus personnelle. Il lui écrivait qu'il ne s'attendait pas à cette proposition, qu'il en était bouleversé, qu'il devait prendre le temps de peser la responsabilité qu'il aurait à accepter une telle chose. Il lui écrivait aussi, pour la première fois, une phrase qui touchait à la sphère des sentiments. Il écrivait « Vous méritez une vie qui a la densité de votre intelligence, et je veux pas être l'homme qui vous propose moins que cela. » Cette phrase n'était pas une déclaration d'amour. Elle ressemblait plutôt à un refus élégant, à une mise en garde de sa propre part, à une modestie qui aurait pu passer pour du désintérêt, sauf que dans le mécanisme intime qu'elle produisit chez Pauline, elle ne fonctionna pas du tout comme un refus, elle fonctionna comme un diagnostic. Et un diagnostic qui vise juste, on lui fait confiance. Elle relut la phrase des dizaines de fois. Elle comprit qu'un homme capable de la dire, capable de nommer ce qu'elle méritait avec cette précision,
capable de le lui refuser par scrupule, était un homme dont il fallait précisément ne pas laisser passer l'occasion. Elle lui écrivit qu'il n'avait pas à décider seul, que la proposition venait d'elle, que la responsabilité serait partagée. Elle lui écrivit qu'elle avait besoin aussi de savoir s'il y avait entre eux quelque chose qui allait au-delà d'un projet professionnel. Elle avait longuement hésité à poser la question. Elle avait posé quand même, parce que le silence entre eux commençait à peser de tout ce qui ne se disait pas. Et répondit le lendemain d'un message court, désarmant. Il écrivait qu'il ne savait pas nommer ce qui les liait, mais qu'il savait qu'il n'avait jamais rencontré dans sa vie quelqu'un dont les mots lui parlaient à ce point. Il écrivait qu'il n'osait pas parler d'amour, parce que ce mot lui semblait trop usé pour ce qu'ils avaient. Il écrivait qu'il préférait, s'il continuait, laisser à ce lien le temps de trouver son propre nom. Et il écrivait que ce qu'il ressentait pour elle ressemblait plus à ce qu'il éprouvait pour les livres qu'il avait changés qu'à ce qu'il avait pu éprouver pour d'autres femmes. Pour une femme qui avait passé sa vie parmi les livres, cette dernière phrase était la plus belle qu'un homme lui eût jamais adressée. Elle pleura en la lisant, non pas de tristesse, non pas de désir. Elle pleura d'une émotion très pure, la reconnaissance d'être vue par quelqu'un dans ce qu'elle avait de plus intime. Elle pensa, ce soir-là, qu'elle avait, à 49 ans, rencontré une chose dont elle n'avait pas su, jusque-là, qu'elle avait le droit d'espérer la rencontrer. Elle pensa à Gilles endormi de l'autre côté du couloir, à la vie qu'elle avait menée avec lui, à tout ce qu'elle avait cru devoir accepter parce qu'elle n'avait pas su qu'il existait autre chose. Elle pensa qu'il n'était peu être pas trop tard. Elle mit 3 semaines à préparer sa conversation avec Gilles. Elle savait qu'elle ne pourrait pas la préparer parfaitement. Elle savait aussi que la remettre encore serait pire que de la faire mal. Elle choisit un mardi soir de la fin de l'hiver, un soir où les enfants ne risquaient pas d'appeler, un soir où Gilles n'avait rien de particulier à faire le lendemain matin. Elle attendit qu'il ait fini son assiette, elle attendit qu'il ait bu son verre de vin, elle attendit que la télévision fût éteinte, puis elle lui dit qu'elle voulait divorcer. Gilles ne dit rien pendant un long moment. Il regardait sa serviette pliée à côté de son assiette, il finit par lever les yeux. Il demanda, d'une voix qui n'était ni surprise ni révoltée, mais simplement fatiguée, « Depuis quand tu y penses ?» Elle dit « Depuis longtemps ». Il hocha la tête. Il ne demanda pas s'il y avait quelqu'un. Elle ne dit pas s'il y avait quelqu'un. Il dit « Après un autre silence, tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Elle répondit « Oui ». Il n'insista pas. Ce fut la seule et unique conversation qu'ils eurent sur le sujet. Les semaines suivantes furent consacrées à la logistique. Elle prit un petit appartement en location, dans un autre quartier de la ville. Elle emporta ses livres, quelques vêtements, sa table de chevet, son carnet rouge. Elle laissa tout le reste. Gilles ne discuta rien. Il signa tous les papiers que l'avocate leur présenta. Il ne pleura pas devant elle. Il ne cria pas. Il devint, entre le mardi soir où elle avait parlé et le samedi où elle emménagea, un homme d'une politesse impeccable, presque étrange, comme s'il avait décidé que la seule dignité qui lui restait était de ne pas se battre. Corentin apprit la nouvelle par téléphone, appelé par sa mère un jeudi soir. Il resta silencieux longtemps, puis demanda simplement « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Elle hésita une fraction de seconde de trop. Il comprit. Il ne demanda rien de plus ce soir-là. Il appela Baptiste dans la demi-heure. Les 2 frères parlèrent pendant 2 heures. Ils décidèrent qu'ils devaient rencontrer cet homme, quel qu'il fût, avant de laisser leur mère aller trop loin. Corentin obtint, non sans mal, un appel vidéo avec Rachid 15 jours plus tard. L'appel dura 10 minutes. Rachid fut charmant, précis, attentionné. Il répondit à toutes les questions que Corentin lui posa avec une aisance qui frisait la perfection. Il parla de son riad, de ses projets, de son admiration pour Pauline, avec des mots qui semblaient soigneusement choisis pour rassurer un fils inquiet. Corentin raccrocha, avec un pressentiment qu'il n'aurait pas su nommer. Il appela Baptiste le soir même. Baptiste passa 3 heures, cette nuit-là, à chercher le nom de Rachid Walid Benasser sur Internet. Il chercha en français, en arabe, transcrit, en anglais. Il consulta les registres publics marocains auxquels il pouvait accéder, les annuaires professionnels de la restauration, les mentions dans la presse locale de Fès. Il ne trouva presque rien. Un homme portant ce nom apparaissait dans un article de presse marocain vieux de plusieurs années, en marge d'une affaire de vol dans un restaurant. Mais l'article ne comportait pas de photos, et il ne pouvait pas être certain qu'il s'agit du même homme. Il ne trouva aucune trace du riad. Il ne trouva aucune trace d'une activité de restauration. Il rappela Corentin au petit matin. Il lui dit une phrase qui allait le hanter longtemps. Il dit « Je n'ai pas trouvé de raison d'avoir peur, mais je n'ai pas trouvé de raison d'avoir confiance non plus. » Les 2 frères passèrent la journée suivante à essayer de trouver la bonne façon d'en parler à leur mère. Ils n'y parvinrent pas. Ils eurent peur, chacun de leur côté, de la blesser, de la faire sentir surveillée, de rompre quelque chose qui semblait la rendre plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Ils reportèrent la conversation. Ils la reportèrent encore. Ils ne la tinrent jamais. Aurore, en revanche, tint la sienne. Elle attendit d'être seule avec Pauline. Un dimanche après-midi de la fin du printemps, dans la cuisine du nouvel appartement, pendant qu'un thé refroidissait entre elles. Elle dit « Pauline, je t'aime depuis 30 ans et je te dis que quelque chose ne va pas là, dedans. » Elle n'ajouta rien. Elle laissa la phrase seule. Pauline la regarda longtemps. Elle finit par répondre, d'une voix qui n'avait pas de colère. « Je sais que tu ne comprends pas. » Aurore répondit « Ce n'est pas que je ne comprends pas, c'est que je ne trouve pas où poser la confiance dans ce que tu me racontes. » Pauline sourit. Elle prit la main d'Aurore sur la table. Elle dit « Je sais ce que je fais. » Aurore n'insista pas. Elle savait qu'insister ferait de sa parole une adversaire, et elle refusait d'être une adversaire de Pauline. Elle se contenta de dire « Avant de partir, je serai là tous les dimanches. Peu importe où tu es. À 20 et 1 heure. » Pauline la prit dans ses bras. Elle lui dit merci. Elles ne parlèrent plus de Rachid ce jour-là. La vente de l'appartement fut signée quelques semaines plus tard chez le notaire, un jeudi matin de la fin du printemps. La somme nette qui lui revenait s'élevait à 110 à 8 000 euros. Elle vira l'ensemble sur un compte qu'elle avait ouvert récemment, distinct de son compte courant habituel, à partir duquel elle envisageait de faire en plusieurs étapes les transferts vers le Maroc. Rachid l'avait guidée, à distance, avec une précision opérationnelle qui l'avait rassurée. Il lui avait expliqué qu'il fallait, pour un investissement immobilier au Maroc, passer par certaines structures juridiques, éviter certaines banques, respecter certaines déclarations douanières. Il lui avait recommandé un notaire de Fès qu'il connaissait, avait promis de tout organiser sur place à son arrivée. Elle envoya un premier virement de 30 000 euros la semaine où l'argent de la vente arriva sur son compte. Le virement, selon les instructions de Rachid, fut adressé à un compte marocain ouvert au nom d'une société qu'il présentait comme celle qui allait porter juridiquement le riad. Elle ne demanda pas à vérifier l'existence de cette société. Elle n'aurait pas su en réalité comment s'y prendre. Elle fit confiance. Ce fut le premier des transferts. Il y en aurait 4 autres dans les mois qui suivirent, échelonnés, présentés comme correspondant à des étapes de travaux, à des règlements de fournisseurs, à des acomptes sur des matériaux. Le montant total finit par atteindre les 110 à 8 000 euros presque exactement, comme si la coïncidence avait été calculée pour que la vente de son appartement disparût intégralement dans les canaux marocains, sans qu'il en restât rien à son nom. Elle prit son billet d'avion pour Fès 1 mois avant le départ, un aller simple. Elle ne dit à personne, sauf à Aurore, qu'il s'agissait d'un aller simple. À Gilles, elle avait dit qu'elle partait quelques mois pour aider à un projet sans préciser la nature de ce projet. À ses fils, elle avait dit qu'elle prenait un long congé pour vivre un peu autrement, qu'elle rentrerait quand elle en aurait envie, elle avait laissé entendre qu'elle reviendrait. Elle n'était pas certaine elle-même de ne pas revenir. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait besoin d'y aller sans se donner d'échéance pour rentrer. Elle atterrit à Fès un mercredi après-midi de la fin de l'automne, comme prévu. Rachid était là, comme prévu. Le bouquet de fleurs blanches, comme prévu. Le sourire, comme prévu. La voiture, comme prévu. Elle ne s'aperçut pas, ces premières heures, que la voiture n'était pas celle d'un propriétaire de riad, qu'elle était vieille, qu'elle sentait le tabac froid et le cuir usé, qu'elle appartenait probablement à quelqu'un d'autre. Elle ne s'aperçut pas que Rachid, en dehors du bouquet et du sourire, avait une nervosité contenue qui trahissait quelque chose. Elle était fatiguée du voyage, éblouie par la lumière, absorbée par la découverte des rues qu'il traversait. Elle mit sur le compte de sa propre émotion ce qu'elle sentait passer, par vagues brèves, dans l'air entre eux. Le riad, quand ils arrivèrent, était plus petit que sur les photos. Bien plus petit. Elle ne le dit pas. Elle sourit. Elle félicita Rachid de la beauté de la cour, qui existait effectivement, mais que quelques plantes en pot ne parvenaient pas à faire ressembler au jardin qu'elle avait imaginé. La chambre qu'il lui montra était propre, correctement arrangée, mais dépourvue de la douceur qu'elle avait cru voir dans les photos. Le carreau de la fontaine dont il lui avait tant parlé était fêlé. Elle nota ces détails sans leur donner d'importance. Elle mit la déception qu'elle sentait affleurer sur le compte du décalage inévitable entre l'attente et le réel. La première semaine fut à peu près ce qu'elle avait espéré. Rachid la promena dans la Médina, lui présenta plusieurs personnes qu'il dit être des amis, l'emmena visiter 2 mosquées, dîna avec elle chaque soir dans des lieux qu'il choisissait avec soin. Il parlait moins qu'il n'écrivait, elle mit un moment à s'en apercevoir. Et cette différence, quand elle la remarqua, ne la troubla pas immédiatement. Elle attribua sa relative réserve orale à la timidité d'une rencontre en chair et en os après tant de mois d'écrit. Elle se dit qu'il fallait laisser le temps à la parole de rejoindre l'écriture. La 2e semaine commença à changer de texture, sans qu'un événement particulier permît de dater le changement. Rachid s'absenta plusieurs fois, sans donner d'explication précise, pour des rendez-vous professionnels dont elle ne comprit jamais très bien la nature. Il rentrait le soir plus tard qu'annoncé, et paraissait préoccupé. Quand elle lui posait des questions sur l'avancement des travaux qui devaient commencer, il répondait par des généralités, promettait de lui montrer les plans, reporté au lendemain. Elle attendit, sans insister. Elle mit sa patience sur le compte de l'affection. Elle appela Aurore le dimanche soir, à 20 et 1 heure, comme convenu,
Aurore l'entendit. Elles parlèrent 1 heure. Pauline lui décrivit la Médina, la lumière, les repas, sans jamais mentionner les absences ni les reports. Aurore écouta. À la fin de l'appel, elle demanda simplement « Est-ce que tu es heureuse ?» Pauline répondit « Je pense que oui ». Aurore nota le « je pense ». Elle ne le releva pas. Elles se dirent à dimanche prochain. À la 3e semaine, Rachid lui présenta, un soir, un homme qu'il décrivit comme un associé à un notaire local qui devait, selon lui, l'aider à formaliser leur partenariat sur le riad. L'homme était souriant, poli, parlait un français correct. Il lui présenta plusieurs documents en arabe et en français, l'invita à les signer pour avancer sur les démarches administratives. Elle demanda à les lire d'abord. L'homme dit qu'il n'y avait aucune urgence, qu'elle pouvait prendre son temps, qu'ils y reviendraient. Il partit. Elle mit les documents dans le tiroir de la table de la chambre. Elle ne les regarda pas ce soir-là. Elle avait mal à la tête. Les jours suivants, elle commença à se sentir mal. Une fatigue anormale dont elle n'arrivait pas à venir à bout. Un malaise dans l'estomac qui n'était pas exactement une nausée, mais quelque chose de plus diffus. Elle mit cela sur le compte de la nourriture, du climat, de l'adaptation. Rachid s'en inquiéta avec une sollicitude qui la toucha. Il lui prépara des tisanes. Il insista pour qu'elle se repose. Il lui apporta ses repas dans la chambre. Elle se sentit pendant quelques jours cocouée comme elle n'avait pas été depuis très longtemps. Elle attribua l'attention de Rachid à l'amour qu'elle croyait qu'il lui portait. Le dimanche suivant, à l'heure de l'appel avec Aurore, elle ne parvint pas à trouver la force de composer le numéro. Elle envoya un message court disant qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle se rappellerait le mardi. Aurore répondit « D'accord », en ajoutant « Appelle-moi quand tu veux, même en pleine nuit ». Le mardi, Pauline ne rappela pas. Elle envoya un autre message disant que la fièvre était tombée, qu'elle se rétablissait, qu'elle rappellerait le dimanche suivant. Aurore répondit « D'accord ». Le dimanche suivant, Pauline ne rappela pas non plus. Elle n'envoya aucun message. Aurore attendit toute la journée. Elle vérifia son téléphone toutes les heures. Elle laissa un message à 20 et 1h05, à 20 et 1h30, à 22h. À 22h45, elle envoya un texte. « Pauline, réponds-moi s'il te plaît ». Elle ne reçut aucune réponse. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Le lundi matin, à 7h, Aurore composa le numéro du consulat général de France à Fès. Elle expliqua la situation à 3 interlocuteurs successifs, avant qu'on la mette en relation avec le consul général en personne, Étienne Vimard-Plessis, qui prit l'appel, sans faire attendre. Il l'écouta pendant 20 minutes sans l'interrompre. Il posa quelques questions précises. Il nota le nom de Rachid Walid Benasser, l'adresse approximative du riad, la date d'arrivée de Pauline, le nom des personnes que Pauline avait mentionnées. Il promit à Aurore qu'il ouvrait le dossier dans l'heure. Il tint parole. À 15h, il avait déjà pris contact avec la brigade nationale de la police judiciaire de Fès. Le dossier fut confié à un officier expérimenté, le commissaire Dristaoui, 48 ans, 23 ans de carrière dans la Médina, homme dont la réputation de méticulosité était bien établie chez les diplomates étrangers en poste dans la ville. Le commissaire Taouil ouvrit le dossier le mardi matin et fit ce qu'il faisait toujours dans ces situations. Il vérifia d'abord l'existence physique de la personne recherchée, puis celle de l'homme mentionné. Il envoya 2 inspecteurs au riad le mardi en fin d'après-midi. L'adresse existait, le riad existait. Rachid s'y trouvait. Il reçut les inspecteurs avec une politesse impeccable, invita à entrer, offrit du thé, répondit à toutes les questions. Il dit que Pauline s'était sentie oppressée par le rythme de leur vie commune, qu'elle avait décidé quelques jours plus tôt de partir quelques jours à Chefchaouen pour prendre du recul. Il dit qu'il n'avait pas le nom de l'hôtel où elle logeait, qu'elle avait tenu à ne pas lui donner, qu'elle avait promis de le rappeler quand elle serait prête. Il montra aux inspecteurs la chambre de Pauline, où ses affaires personnelles se trouvaient, effectivement, rangées avec soin. Il proposa aux inspecteurs de fouiller ce qu'ils voulaient. Ils déclinèrent pour le moment. Ils prirent leur déclaration. Ils repartirent. Le commissaire Taoui, en lisant le rapport le mercredi matin, sentit immédiatement que quelque chose ne collait pas. Une femme qui part quelques jours dans une autre ville ne laisse pas, en principe, l'intégralité de ses affaires derrière elle. Une femme qui prend du recul ne rompt pas complètement le contact avec sa meilleure amie qu'elle appelle tous les dimanches depuis 30 ans. Il demanda aux inspecteurs de vérifier les enregistrements des hôtels de Chefchaouen, discrètement, sans alerter Rachid. Ils le firent en 48 heures. Aucune trace de Pauline Viré-Marchand dans les registres des hôtels de Chefchaouen. Il fit vérifier les sorties de territoire par les postes frontières. Pauline n'avait pas quitté le Maroc. Il fit vérifier les hôpitaux publics et privés dans un rayon de 300 km. Aucune admission à ce nom. Il fit alors sortir le nom de Rachid Walid Benasser du système informatique de la police. Une fiche remonta. Une plainte, déposée 2 années plus tôt par une ressortissante néerlandaise pour escroquerie sentimentale. La plainte
avait été classé sans suite pour insuffisance de preuves. La lecture de la fiche prit au commissaire Taoui moins de 10 minutes. Il ferma le dossier. Il alluma une cigarette contre les recommandations médicales qu'il ignorait depuis 20 ans. Il regarda par la fenêtre la lumière du milieu d'après-midi sur les tuiles vertes d'une mosquée qu'il apercevait au loin, cette même lumière que Pauline avait tant aimée dans les photos que Rachid lui envoyait. Il murmura pour lui-même une phrase brève, en arabe dont personne dans le bureau à ce moment-là ne comprit exactement le sens. Le riad fut perquisitionné le lendemain à l'aube, au 4e jour de l'enquête, sur commission rogatoire du juge d'instruction. Rachid fut placé en garde à vue immédiatement. Ce que les enquêteurs trouvèrent dans le riad, cette matinée-là, ne sera pas décrit dans cette enquête, non pas par pudeur, mais parce que le président du tribunal, lors du procès qui se tiendrait plus tard, ordonnerait la confidentialité de certaines pièces du dossier au titre du respect dû à la victime. Ce qui peut être dit est que les éléments matériels recueillis suffirent, dans les 24 heures suivant la perquisition, à faire requalifier l'enquête pour disparition inquiétante en enquête pour homicide volontaire avec préméditation. Ce qui peut être dit également est que le corps de Pauline Viré-Marchand ne se trouvait plus dans le riad ce matin-là. Il ne s'y trouvait plus depuis longtemps. La perquisition permit d'établir qu'il n'y avait probablement jamais séjourné au-delà de quelques heures. La professeure Souad Benhamida, médecin légiste à l'hôpital universitaire de Fès, 52 ans, spécialiste des violences physiques, serait la première professionnelle à voir Pauline plusieurs mois plus tard, quand une opération de la police judiciaire, dans une zone industrielle désaffectée de la périphérie de Fès, menée sur dénonciation d'un informateur dont l'identité ne serait jamais rendue publique, permettrait la découverte du corps. L'expertise établirait que Pauline était morte dans les premières semaines suivant son arrivée à Fès. Elle était dans le riad depuis moins d'un mois quand tout s'était arrêté. Les malaises qu'elle avait éprouvés, les tisanes que Rachid lui avait préparées, les repas qu'il lui avait apportés dans la chambre feraient l'objet, plus tard, d'expertises toxicologiques dont les conclusions figuraient sous scellé dans le dossier d'instruction. La professeure Benhamida noterait dans son rapport, section profil de la victime, une phrase qui serait citée par la presse spécialisée pendant plusieurs années après le procès. Elle écrirait « Madame Viré-Marchand n'a pas été victime de sa naïveté. Elle a été victime de sa capacité à croire que les mots disent ce qu'ils signifient et quelqu'un avait appris à les utiliser exactement pour cela. » Rachid Walid Benasser fut arrêté à Fès 10 jours après la perquisition du riad, alors qu'il tentait, muni de faux documents, de rejoindre Tanger dans l'intention manifeste de gagner l'Europe par voie maritime. L'instruction dura plus d'1 année. Le procès se tint devant le tribunal criminel de Fès et occupa la chronique judiciaire marocaine et française pendant plusieurs semaines. Les 2 femmes qui l'avaient précédé dans le schéma prédateur, la bibliothécaire britannique et la professeure néerlandaise, vinrent témoigner par visioconférence avec l'autorisation exceptionnelle du tribunal, et leur témoignage établit le caractère méthodique, répétable, préparé du dispositif que Rachid avait mis en place. Le président du tribunal nota dans les attendus une phrase que la presse spécialisée reprendrait longtemps. Il écrivait que l'accusé avait transformé la culture en instrument de prédation et la confiance intellectuelle en vecteur d'accès. Rachid fut condamné à la peine capitale par le tribunal criminel de Fès, condamnation qui, dans le cadre des procédures d'appel et des moratoires en vigueur, serait commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Il n'a jamais reconnu explicitement les faits qui lui étaient reprochés. Il a maintenu, jusqu'au dernier jour de l'audience, une version qui présentait Pauline comme la femme d'un projet commun, qu'il aurait quitté volontairement pour une destination inconnue, et il a soutenu jusqu'au bout, avec le même calme qu'il avait employé pour la séduire pendant 8 mois d'écriture, qui n'avait aucune responsabilité dans ce qui lui était arrivé. Les 110 à 8 000 euros ne sont jamais revenus. Maître Leila Chkira, l'avocate marocaine qui représentait les parties civiles françaises devant le tribunal de Fès, l'expliqua à Corentin et Baptiste lors de leur premier entretien avec une franchise qu'ils trouvèrent brutale, et juste à la fois, elle leur expliqua les mécanismes par lesquels les sommes avaient été fractionnées, converties, transférées, dissimulées, et pourquoi il était pratiquement impossible, dans ce type de configuration transfrontalière, d'en récupérer plus qu'une fraction symbolique. Elle ne leur donna pas de faux espoirs. Elle leur dit simplement que la justice pénale ferait son travail, mais que l'argent, lui, était perdu. Gilles Viré ne parla à aucun journaliste. Il vint à Fès pour le rapatriement du corps, accompagné de Corentin. Il ne prononça aucun mot public sur ce qui s'était passé. Il ne prononça aucun mot privé non plus, ou si peu. Il retourna à Besançon, reprit son travail, continua à vivre dans la maison mitoyenne du quartier tranquille, à 15 minutes à pied du centre.
Il se reproche encore aujourd'hui de ne pas avoir insisté davantage ce soir de la fin de l'hiver, quand il avait demandé à Pauline si elle était sûre que c'était une bonne idée. Il n'aurait sans doute rien changé s'il avait insisté. Il le sait, il se le reproche quand même. Corentin est resté professeur des écoles à Dijon. Il a longtemps porté, comme son père, la culpabilité de ne pas avoir su nommer à sa mère, le pressentiment qu'il avait éprouvé après l'appel vidéo avec Rachid. Il a fini par comprendre, avec l'aide d'une psychothérapeute qu'il a consultée pendant 2 années, que aucun mot qu'il aurait prononcé n'aurait probablement empêché sa mère de partir, parce que sa mère n'était pas partie contre lui, mais vers quelque chose qu'elle avait attendu très longtemps sans savoir l'attendre. Baptiste a terminé son master de géographie l'année suivant les faits. Il a poursuivi en thèse. Sa thèse porte sur les flux migratoires liés au tourisme culturel en Méditerranée, un sujet qu'il avait choisi avant les événements et qu'il a maintenu contre l'avis de plusieurs de ses proches qui lui suggéraient d'en changer. Il ne parle pas de sa mère dans la thèse, mais dans les remerciements, à la toute dernière ligne, il écrit 7 mots que seuls quelques lecteurs très attentifs relèveront. À ma mère, qui savait que les lieux nous répondent. Aurore Délécrin-Fassano témoigna devant le tribunal criminel de Fès. Elle avait 51 ans au moment du procès. Elle avait connu Pauline pendant 30 années. Elle demanda à lire, à la barre, un extrait d'un message que Pauline lui avait envoyé 3 semaines avant son départ. Un message sur la lumière à Fès, sur l'idée que certaines villes répondent à une question qu'on ne savait pas qu'on posait, sur l'espoir qu'elle nourrissait d'y trouver. À 49 ans, quelque chose qu'elle n'avait pas su nommer plus tôt. Le tribunal resta silencieux pendant tout le temps qu'Aurore mit à reprendre sa voix à plusieurs reprises entre les phrases du message. Le président du tribunal ne fit sonner aucune limite. La lecture dura près de 7 minutes. Quand elle fut terminée, personne dans la salle ne parla pendant un long moment. La médiathèque municipale de Besançon, où Pauline avait travaillé 10 à cette année, inaugura l'année suivant les faits un prix littéraire portant son nom. Le prix Pauline Viret est décerné chaque année depuis un premier roman francophone explorant les thèmes du déracinement et de l'appartenance. Le premier lauréat fut un jeune auteur marocain de 28 ans dont le roman racontait, précisément, la traversée d'une femme européenne cherchant dans une ville étrangère une chose qu'elle n'avait pas su trouver chez elle. Le jury ne connaissait pas les faits de l'affaire au moment de son choix. La coïncidence fut remarquée par la presse. Aurore, qui siégeait au jury à titre honoraire, dit simplement, quand on lui demanda son sentiment sur le choix, je crois que Pauline aurait aimé ce livre. Le commissaire Dristaoui a pris sa retraite quelques années après le procès. Il vit toujours à Fès. Il continue à recevoir chaque année une lettre d'Aurore Délécrin-Fassano à la date anniversaire de l'ouverture du dossier. Il répond chaque fois. Sa dernière réponse, dont Aurore n'a jamais rendu le contenu public, se terminait par une phrase que ses anciens collègues à qui il l'avait lu ont retenue. Il écrivait qu'il regrettait, chaque jour depuis, le classement sans suite de la plainte néerlandaise, 2 ans avant les faits, dont il n'était pas responsable personnellement, mais qu'il aurait, s'il en avait eu connaissance à l'époque, cherché à faire rouvrir. La professeure Souad Benhamida a continué à exercer à l'hôpital universitaire de Fès. Son rapport d'expertise dans l'affaire Viret-Marchand est enseigné, avec l'accord de la famille, dans plusieurs cursus de médecine légale et de criminologie francophone. Il est cité comme un exemple de ce que peut être une expertise scientifique qui parvient à ne pas trahir, dans la précision de son écriture, la personne dont elle décrit la fin, ce qui restera de Pauline Viret-Marchand au-delà du dossier judiciaire, au-delà des articles de presse, au-delà même du prix qui porte son nom, peut être dans une phrase qu'elle avait écrite dans son carnet rouge, quelques semaines avant de partir, et qu'Aurore retrouva en rangeant les affaires laissées dans l'appartement de Besançon. La phrase n'était pas d'elle, elle citait un auteur qu'elle avait beaucoup lu ces derniers mois. Elle avait recopié 7 mots seulement, sans commentaire, sans date, sans annotation. Les mots sont ce que nous devenons. Elle n'avait pas eu le temps d'ajouter ce qu'elle en pensait. Elle n'avait pas eu le temps de continuer sa lecture. Elle n'avait pas eu le temps de vieillir avec la femme qu'elle commençait à peine à devenir. Ce qui lui reste d'existence tient désormais dans ce que les autres continueront à faire, à lire, à écrire, à transmettre en son nom. Ce que raconte l'affaire Viret-Marchand, au-delà de ses faits particuliers, est une chose que nous voudrions terminer par la nommer clairement. Aucune intelligence, aucune culture, aucune expérience de la vie ne protège une femme ou un homme contre quelqu'un qui a appris à parler très précisément la langue de ce qui les définit. Les prédateurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui promettent l'amour trop vite, ni ceux qui demandent de l'argent maladroitement. Ce sont ceux qui posent comme premier message une question à laquelle vous ne pourriez pas ne pas répondre parce qu'elle touche exactement à ce que vous êtes. Si vous ou quelqu'un que vous aimez est engagé dans une relation à distance qui a commencé par la conversation la plus belle que vous ayez eue depuis longtemps, ne concluez pas que cette beauté est en soi une preuve.
Demandez-vous simplement ce que cette personne sait de vous que vous n'avez jamais dit à personne, d'aussi précisément. Demandez-vous comment elle le sait. Demandez-vous s'il y a un projet commun, si vous est possible de vérifier physiquement, indépendamment, avec vos propres yeux, et avec l'aide de quelqu'un qui n'a rien à gagner à mentir, l'existence des choses dont on vous parle. C'est pas une méfiance. C'est un respect pour ce que vous êtes. Et pour ceux qui vous aiment sans avoir besoin de le prouver par une correspondance de 8 mois. Pauline Viret-Marchand a cru qu'elle partait vers une vie qui aurait la densité de son intelligence. Elle est morte dans une ville dont la lumière l'avait fait espérer une conversation qu'elle n'avait jamais eue. C'est pas sa faute. C'est pas non plus la faute de ceux qui l'aimaient. C'est la faute d'un homme qui avait appris, patiemment, à parler la langue exacte des femmes qui ne savaient plus, dans leur mariage silencieux, qu'il existait quelqu'un pour la parler avec elle. Que sa mémoire, désormais, appartienne à celles et ceux qui continueront à croire, malgré tout, que les mots peuvent aussi dire la vérité.